rebonjour, Monsieur De Waal. Nous sommes tous là pour vous poser des questions. J'espère que vous m'entendez. Oui, ça va, oui. Bon, alors je vais... Oui. Vous avez encore quelque chose à dire avant qu'on ne commence? Vous voulez ajouter quelque chose par rapport à la conversation que nous avons déjà eue? Vous avez regardé la vidéo sur la moralité des animaux? Oui, c'est ça. Ouais. Avec sa traduction en français. Avec sa traduction en français sous-titrée. Ah oui. C'est ça que nous avons regardé. Oui, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que j'ai commencé avec tout ça quand j'ai fait des études d'empathie chez les animaux, parce que au début, on parlait de comportements comme congélation. C'est que les chimpanzés, les bonobos, ils calment les individus qui sont détressés et qui ont du mal ou qui ont pleuré. Et moi, j'appelais ça congélation. Et à un certain moment, j'ai vu un psychologue américaine, son nom est Caroline Zahn Waxler, qui faisait les premières études d'empathie chez les enfants. Et la façon qu'elle faisait, c'est qu'elle demandait des membres de famille et des adultes de pleurer et regardait comment les jeunes enfants, très jeunes, 2 ans, comment ils réagissent. Et ils approchent une personne qui pleure, ils touchent, ils essayent de calmer et appelaient ça en anglais empathic concern. Alors, c'est quoi concern en français? Je sais pas. Souci. Préoccupation, souci. Oui, souci empathique, oui, peut-être. Et moi, je pensais, si ça, c'est l'empathie. Moi, j'ai plein d'exemples d'empathie chez les animaux parce qu'ils font ça tout le temps. Quand quelqu'un pleure ou a du mal, ils approchent, ils touchent et tout ça. Et alors, c'est comme ça que j'ai commencé dans les études d'empathie, qui maintenant, on fait chez beaucoup d'animaux, on fait chez les rats, les souris, certainement les chiens, les éléphants. Mais au début, il y avait beaucoup de résistance contre le mot empathie pour une capacité animale. Et c'est comme ça que je voulais dans la réflexion sur la moralité, parce que la moralité tourne autour d'empathie, je crois. Moi, je crois que même si les philosophes kantiens, peut-être il y en a beaucoup ici, je ne sais pas, pensent que c'est le raisonnement et la logique qui donnent la moralité. Moi, je pense que ça commence avec une émotion qui est qu'on est concerné avec des autres, on est intéressé des autres, on adopte les émotions des autres. Alors, moi, je crois que ça commence avec un intérêt dans les autres. Et c'est ça que l'empathie est. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire sur la moralité. Voilà, merci bien. Oui, et donc vous dites aussi que la moralité a plusieurs, comme une poupée russe, l'empathie aussi d'ailleurs, est composée de plusieurs couches. Hein, c'est une de vos théories, ça, de la façon dont vous présentez les choses. Hein. Il y a plusieurs couches superposées. C'est extrêmement simple. Et c'est pour ça qu'au début, il y avait tellement de résistance contre le mot empathie pour les animaux, parce que le psychologue, et peut-être aussi le philosophe, je ne sais pas, mais le psychologue, ils avaient une définition d'empathie qui était très complexe, très cognitive, qu'on peut se mettre dans les chaussures des autres, on peut s'imaginer dans les situations des autres. Moi, je ne pense pas que les souris font ça. Peut-être les chimpanzés, peut-être les éléphants, mais pas les souris. Alors, je crois que ça commence beaucoup plus simple d'être affecté par les émotions des autres. Les émotions des autres te donnent souvent les mêmes émotions. Quand on parle avec quelqu'un qui a une expression faciale triste, par exemple, nous, on adopte les mêmes expressions, c'est aussi l'empathie. Et la définition de psychologue était trop complexe, je crois. Et il y a plusieurs couches, oui, on a la capacité de s'imaginer dans la situation des autres, ça c'est très bien, mais c'est pas comme ça que l'empathie commence, pas chez l'homme, parce que pour les très petits enfants, ils ne sont pas capables de ça non plus, mais ils ont déjà l'empathie, pas chez l'homme et pas chez les autres animaux, forcément.
C'est ça. Alors peut-être une dernière chose pour que l'Assemblée ait bien perçu cette différence. La couche entre l'empathie en tête-à-tête, enfin la moralité en tête-à-tête, qui est universelle, enfin que vous décrivez comme étant universelle, et l'empathie par rapport à la communauté, qui n'est pas universelle, qui est relative au groupe, n'est-ce pas? C'est ça aussi. Je pense que tout le monde doit avoir bien compris ça pour comprendre votre pensée, n'est-ce pas? L'empathie est très, en anglais on dit biased, très partial on dit. Chez les animaux aussi, chez l'homme aussi, c'est beaucoup plus facile d'avoir l'empathie pour des individus qu'on connaît, qui sont de la famille, ou sont des amis, ou sont au moins de même groupe et de même culture. Et chez les souris, on a trouvé la même chose, chez les chimpanzés aussi. C'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir l'empathie pour des individus qui sont familiers et similaires. Et ça, c'est un problème d'empathie. L'empathie est très, parochial, très in-group, pour le groupe, de notre groupe. Et bien sûr, dans notre système moral, on essaye d'aller plus loin que ça. On ne fait pas un système moral qui seulement applique à notre groupe, même si je pense qu'autrefois, nos ancêtres, sans doute, les systèmes moraux qu'ils avaient, ils étaient très in-group aussi, pour leur propre groupe, pas forcément pour d'autres groupes. Mais maintenant, bien sûr, on veut un système plus objectif, plus inclusif, plus universel, et c'est pas ça qu'on trouve forcément chez les animaux, je crois, qui veulent ça. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on a dit l'essentiel, on a fait la synthèse des choses vraiment importantes par rapport à ce que vous dites de la moralité. Et donc, je vais passer le micro à des personnes qui ont des questions à vous poser dans la salle. Ouais. Alors, qui a une question? Il n'y a pas de question? Enfin, moi, j'ai... Oui, bonjour. Est-ce que l'animal naît empathique? Autrement dit, est-ce qu'il a de l'empathie dès la naissance ou bien l'acquiert-il au cours de son développement? Et s'il acquiert de l'empathie qui pourrait être considérée comme une vertu, y a-t-il des animaux ou des chimpanzés vertueux? C'était dur à comprendre pour moi parce que le microphone n'aide pas à donner l'information à moi parce qu'il faut parler. Mais peut-être vous pouvez répéter qu'est-ce que c'était? Oui, donc la question est de savoir si l'empathie est innée chez les animaux, donc s'ils naissent avec de l'empathie, ça c'est la première partie. Et la deuxième question, c'est de savoir si donc il y a des animaux qui sont vertueux. Voilà. Si on peut considérer qu'ils sont vertueux. Donc, il y a deux questions dans... Oui. Est-ce que l'empathie est une vertu? Oui. Ils me demandent quelquefois en anglais, ils disent « Are there Jesus monkeys ?» Je crois que toutes les mammifères sont nées avec une capacité de se lier à des autres. Par exemple, le motor mimicry, qui je pense est à la base de beaucoup d'empathie. Vous avez entendu de mirror neurons, sans doute. Oui. C'est quoi, le neuron miroir? Tout ce système-là, on pense que l'évolution de l'empathie a commencé avec le soin maternel. Et c'est pour ça que les femmes ont plus d'empathie que les hommes. Et pourquoi oxytocine, qui est une hormone maternelle, activé à la base de l'empathie. On fait maintenant des recherches chez les rongeurs où ils trouvent que l'empathie disparaît si on bloque les récepteurs d'oxytocine. Alors, oxytocine fait partie du système d'empathie. Et puisque ça a commencé avec le système maternel, le soin maternel, ça ne veut pas dire que forcément d'autres individus ne peuvent pas avoir empathie, parce que l'empathie, la circuiterie neurologique de l'empathie est présente chez les hommes aussi. Et dans les sociétés animales, on trouve l'empathie pas seulement entre femelles et leurs petits, mais dans toute la relation. Et ça développe très lentement, ça commence très simple.
avec être affecté par les émotions des autres. Ça, on peut déjà voir chez l'homme à le premier jour de la vie. Par exemple, les bébés, ils pleurent quand il y a d'autres bébés qui pleurent. Et ils ont testé ça contre d'autres bruits. C'est spécifique pour le bruit d'un enfant qui pleure. Il pleure plus comme ça. Et les filles, déjà, le jour de naissance, ils pleurent plus que les garçons, disons, quand ils pleurent. Alors, la différence d'empathie est déjà présente le premier jour chez l'homme et ça devient de plus en plus complexe. On parlait de poupées russes. On ajoute beaucoup de complexité. À un certain moment, ça devient très cognitif, mais au début, c'est pas comme ça. L'idée des animaux vertueux, moi, je trouve ça une idée très, très difficile. Et certainement, il y a des chimpanzés qui sont plus gentils que d'autres, ça c'est sûr. Et il y en a qui sont très agressifs et très difficiles. Il y en a d'autres qui sont très généreux, qui partagent leur nourriture très facilement. Il y en a qui gardent tout pour eux-mêmes. Si on veut parler de vertu, un biologiste ne parle jamais comme ça. Non? On ne juge pas les animaux. Il y a des animaux qui enlèvent la tête de mâle pendant la copulation et on n'en dit pas que ça c'est mauvais de faire ça, ils font ça. Et on fait des études de ça. Ils sont vertueux. Les biologistes, ils ne pensent pas comme ça, forcément. Alors, moi, je trouve ça dur à parler de ça. D'accord. Est-ce qu'il y a encore... Ah, voilà. Donc, tu vas parler dans le micro, mais très fort, parce qu'alors je ne dois pas répéter la question. Oui. Vous m'entendez? Oui. C'est bon comme ça? Oui, vous m'entendez? Oui, mais le microphone ne fait rien pour moi. C'est mieux de parler dans la salle. Le microphone, c'est seulement on peut enregistrer. D'accord. OK. Effectivement, probablement qu'on peut dire que le mot « vertu » n'est pas un mot scientifique. Pourquoi? Parce que ça impliquerait une liberté, une créativité, et donc peut-être un sentiment de sa liberté quand il s'agit de se dire ou de constater un comportement vertueux chez quelqu'un. Par contre, le mot « émotion » ou « empathie » me semble, disons, un terme assimilable par un scientifique ou utilisable par un scientifique. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'ordre, je dirais, de la passivité. Une émotion, je suis mu par quelque chose d'extérieur. Donc on est dans l'ordre des causes efficientes. Hein. Quelque chose cause un changement dans mon système nerveux, dans mes neurones miroirs, etc. Mais dès le moment où on ne parlerait plus, par exemple, d'émotion ou d'empathie, hein, donc dans un sens de passivité, puisque pathos, c'est bien une passivité, dès le moment où on parlerait de vertu, mais je pense que ça impliquerait alors autre chose, une autre dimension, qui serait celle de la créativité, de la subjectivité dans le sens créatif chez l'animal ou chez l'homme. Dans quelle mesure, donc, est-ce qu'on pourrait parler, mais au-delà de ce que peut dire la science, au-delà de ce que peut dire la science, est-ce qu'on peut parler, disons, d'une réelle créativité, donc d'une vraie subjectivité animale, qui soit peut-être peu réflexive, mais suffisante pour qu'on puisse parler d'une relation de sujet à sujet, et qu'on puisse non plus parler seulement d'émotion ou d'empathie, mais de sentiment, de communion de liberté à liberté. Hein, puisque quand on parle de sentiment en philosophie, ça peut vouloir dire, notamment chez le philosophe Alain, le sentiment de sa propre liberté, de sa propre créativité et de celle de l'autre, au-delà de ce qu'on reçoit passivement. On entre dans une dimension d'activité. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Attendez. Je crois que je comprends la question. La question, c'est qu'il y a certains comportements qui sont en réaction à d'autres choses qui s'arrivent et on a une réaction presque automatique. Et il y a d'autres comportements qu'on choisit, on a une liberté de se comporter comme ça ou comme ça. Et est-ce que les animaux, ils ont cette capacité? Certainement, ils l'ont, parce qu'on ne peut pas suivre les émotions sans inhibition. Tous les animaux, ils ont des inhibitions sur leurs émotions parce qu'ils ne peuvent pas vivre autrement. Si on vit, par exemple, dans un système hiérarchique, comme les chimpanzés ou les babouins, les subordonnés, il faut qu'ils suppriment beaucoup de réactions qu'ils peuvent avoir
Par exemple, ils peuvent avoir un désir d'avoir des contacts sexuels ou un désir d'avoir la nourriture, mais ils sont dans un système hiérarchique où ils ne peuvent pas exprimer tout ce qu'ils veulent. Et tous les animaux, ils ont des inhibitions, alors ils font des choix dans leur vie. On fait maintenant des recherches là-dessus. Il y a un test pour les enfants, par exemple, qui s'appelle le marshmallow test. Je ne sais pas le mot français, mais c'est un test très simple. Tu mets un enfant dans une situation où ils peuvent manger quelque chose de très sucré, le marshmallow, et on dit, si tu attends, je te donnerai un deuxième. Alors, et là, il filme l'enfant, et l'enfant est très conflicté. Il veut bien sûr manger le petit truc, mais s'il attend, il va avoir un deuxième. Et on filme le conflit internal pour les enfants, et on trouve que les enfants peuvent attendre peut-être 15 minutes, 18 minutes, je crois que c'est l'average pour les enfants. On a fait le même test avec des chimpanzés, avec des perroquets en fait aussi. Il y a beaucoup d'animaux qui ne peuvent pas attendre dans une situation comme ça, mais les chimpanzés peuvent, juste comme les enfants, ils peuvent attendre 15 minutes. On fait un système où ils peuvent... c'est différent comme test, mais c'est le même principe. Et pour les chimpanzés aussi, on a trouvé, si on donne des jouets, ils peuvent attendre plus longtemps parce qu'ils utilisent les jouets pour se distraire et pas penser à le petit truc sucré. Les enfants font la même chose. Ils jouent plus avec des jouets dans cette situation-là que dans d'autres situations. Et la même chose est vraie pour les grands singes. Alors, tout le conflit intérieur entre qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut que j'attends ou il faut que je suis mes impulses, c'est là et c'est très similaire entre les enfants et les grands singes. Et les perroquets peuvent faire ça aussi. Il y a beaucoup d'animaux, comme tu dis, qui n'ont pas cette possibilité, qui ne peuvent pas supprimer le désir de manger le petit truc. Et je crois que cette idée que seulement l'homme a la liberté de choisir d'aller comme ça ou comme ça dans son comportement est complètement faux. Moi, je vois tout le temps des conflits intérieurs chez mes animaux qui ont le désir de faire ça, mais qui ne peuvent pas parce que la situation n'est pas confortable pour le faire. Je crois que toutes les inhibitions que nous, on a, et qui fait qu'on a... Comment ça s'appelle free will en français? Il y a un mot pour ça, c'est quoi? Le libre arbitre. Le libre arbitre. Libre arbitre, oui. C'est joli le mot. Libre arbitre. Moi, je trouve que ça, c'est pas uniquement humain. C'est une illusion qu'on est la seule espèce qui a ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il est arrivé, monsieur, que l'on observe des réactions d'empathie chez un animal vis-à-vis d'un animal d'une autre espèce que la sienne? Ah oui. Pas dans les expériences qu'on fait, parce que les gens me demandent quelquefois est-ce qu'un chimpanzé a d'empathie pour un éléphant. Moi, je ne peux pas faire des expériences avec des chimpanzés et des éléphants dans le même laboratoire. Mais dans la nature, on a des observations qui sont bien sûr pas contrôlées, qui ne sont pas systématiques forcément. Mais il y a des observations, par exemple dans l'océan, de certaines baleines qui aident d'autres baleines contre des orcas ou qui aident même comment dire, what is this, a sea lion or seal, what is a seal? Un phoque. Un phoque. Un phoque. Oui, qui aide un phoque. Il y a des observations des éléphants qui aident certains animaux contre des lions. Tout ce genre de choses peut arriver, mais ils sont rares, ils sont très rares. Normalement, la plupart des actions altruistes ou coopératives sont dans l'espèce, ils ne sont pas avec d'autres espèces. C'est assez rare. Oui. Merci. Oui, bonjour. En expliquant le marshmallow test, je me suis posé la question si vous le faites aussi avec des adultes. Ce serait différent, évidemment, mais je ne sais pas. Quel choix est fait avec des adultes? Oui, pour voir ce qu'ils savent. Le marshmallow test. Oui, je pense que les adultes peuvent attendre plus longtemps, j'espère en fait. Ah oui, mais vous pensez, mais vous ne savez pas en fait. Ouais.
Désolé, hein, mais c'est pas très scientifique. En général, c'est fait avec des enfants. Et autrefois, le psychologue disait que les enfants qui peuvent attendre plus longtemps, ils ont plus de succès dans leur vie. Ils avaient fait des corrélations comme ça, qui sont plus capables dans leur profession et tout ça. Maintenant, il y a certains psychologues qui doutent ça, en fait, cette connexion. Alors, il y a toute une discussion là-dessus. L'inventeur du test, Michel, il s'appelle, c'est son dernier nom, c'est Michel. Il est mort il y a quelques mois. Il était très connu et il a fait le test avec toutes sortes d'enfants. Maintenant, on le fait avec des animaux. Ouais. Merci beaucoup. La question suivante. Bonjour, merci beaucoup. Alors en fait, il s'agit de 2 questions qui sont très rapides. La première, c'est vous faites des tests, en fait, ce qu'on a vu dans la vidéo. Les tests ont lieu sur des animaux qui sont dans des cages ou au moins dans un environnement qui est dans un laboratoire, en fait, ou quelque chose qui n'est pas, en tout cas, leur milieu naturel. Et donc, la question que, par exemple, ils n'ont pas le souci de trouver de la nourriture, ils n'ont pas de prédateurs, il n'y a pas de rapport forcément de domination avec d'autres membres de leur espèce. Et alors, la première question, c'est à quel point les conclusions que vous tirez sur les émotions, l'empathie, etc., sont valables, en fait, quand ces animaux sont dans leur milieu naturel. Donc ça, c'est la première question. OK. Je fais d'abord la première question. Les animaux que nous, on fait des études, ils vivent en groupe. Le test que vous avez vu, je ne sais pas, le chimpanzé peut-être ou le capucin, je ne sais pas quel test vous avez vu, mais les tests sont faits dans un laboratoire où ils viennent dans une petite test chamber, une petite chambre de test, on appelle ça. Mais ce sont tous des animaux qui se connaissent et qui vivent en groupe ensemble. Alors, il y a une hiérarchie entre eux et on ne sépare jamais la mère des enfants, par exemple, parce que ça ne marche pas. Et il y a toutes sortes de contraintes. Et ils sont dans la petite chambre de test, ils sont seulement là une demi-heure, peut-être un peu plus long. Et pour les chimpanzés, c'est la même chose. Mais puisqu'ils vivent en groupe, ils ont une vie sociale, ils ont une vie psychologiquement assez similaire des groupes dans la nature, mais bien sûr, ils ne sont pas dans la situation naturelle, ils n'ont pas autant faim peut-être que les animaux dans la nature. Les expériences que nous on fait, on ne peut pas faire dans la nature. Alors, il y a toute une intégration entre ce qu'on sait de primatologues qui travaillent dans la nature et ce qu'on sait dans le test artificiel que nous on fait. Il faut intégrer ce genre de connaissances. Les primatologues qui travaillent dans la nature, ils ne veulent pas faire des expériences comme ça, parce que leur but, c'est de comprendre comment les animaux se comportent dans la nature. Et alors, il ne faut pas qu'ils changent leur comportement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de deux et intégrer les deux. Par exemple, moi, j'ai fait beaucoup d'études sur la coalition, l'agression et le pouvoir chez les chimpanzés. Et toutes les choses que moi, j'ai découvertes dans les chimpanzés en captivité, on sait maintenant pour les chimpanzés dans la nature. Par exemple, la réconciliation après conflit, c'est quelque chose qu'on a observé dans toutes sortes de primates dans la nature. C'est découvert en captivité. Alors, il y a beaucoup de similarités, il y a aussi des différences sans doute, et c'est dur à comprendre, c'est dur à comparer parce qu'on a des techniques très, très différentes d'étudier des animaux en captivité que dans la nature. Merci beaucoup pour cette réponse. Et la deuxième question, en fait, est peut-être plus personnelle. C'est, en fait, après avoir fait tant d'études sur les émotions des animaux, sur l'empathie, sur leur moralité, sur leur sens de la justice, qui sont finalement assez proches, on le voit, de certains comportements humains, est-ce que ça change votre rapport aux animaux en tant que chercheur, en fait? Oui. J'ai écrit un livre en français qu'il faut lire. Le livre s'appelle La dernière étreinte et c'est sur les émotions animales. Et dans le livre, le dernier chapitre,
c'est sur, c'est même pas le mot français, c'est sur le the sentience of animals. Sentience, c'est quoi sentience? Sentience. Ah ben, c'est un anglicisme, peut-être. Oui, la sentience. The sentience of animals. Et c'est là que je discute des choses comme nos obligations, parce que je trouve que moi, je ne parle pas beaucoup des droits des animaux, mais je crois que notre espèce a des obligations envers les animaux, surtout les animaux que nous, on a dans notre soin, et les animaux qu'on mange, les animaux qu'on utilise, les animaux qu'on a dans la maison, on a des obligations. Et je trouve qu'en ce moment, ce qui se passe avec l'industrie agriculturelle, c'est vraiment pas acceptable. Ce qu'on fait avec les animaux, c'est pas acceptable. Moi, je suis pas vegan, je suis pas végétarien. Je suis pas contre qu'on mange des animaux. Je suis trop biologiste pour ça, je crois, pour questionner quelque chose que beaucoup des animaux font. Mais je suis contre la façon qu'on traite les animaux. Et il faut qu'on trouve des solutions. Il faut qu'on réduise la consommation de la viande et qu'on trouve des solutions pour les animaux qu'on mange encore. Il y a tout un développement maintenant en Amérique. Peut-être vous avez entendu qu'il y a toute cette viande artificielle qui est en train de venir, qui n'est pas une viande faite des animaux, mais des plantes en fait. Et par exemple, Burger King, qui est une des très plus grandes fast food chains ici en Amérique, a commencé à donner aux gens des alternatives pour la viande. Et en fait, ça marche beaucoup mieux qu'ils ont pensé. Et moi, je pense qu'on va aller dans cette direction-là, qu'on produit de la viande qui n'a pas eu de système nerveux comme les vrais animaux. Oui, alors j'ai une opinion sur ça et je trouve qu'on ne peut pas continuer la façon qu'on a fait. Voilà, moi je sais pas si je sais pas si le micro fonctionne bien, mais j'avais une question en fait sur. Vous avez dit à un moment que l'être humain, les animaux humains tendent maintenant vers une empathie qui est plus inclusive du reste du monde animal. Donc on essaye un petit peu d'avoir de l'empathie pour tout le monde et pour tout le règne animal. Et que, en fait, en ce qui concerne les autres animaux non humains, on retrouve dès la naissance des neurones miroirs qui font une empathie innée. Moi, je voulais savoir si, durant vos années d'expérience, vous avez vu au sein de différents groupes de chimpanzés différentes sortes d'empathie. En fait, une empathie qui serait plus culturelle, et donc de voir, par exemple, des groupes qui seraient plus empathiques que d'autres ou qui mettraient en place d'autres formes d'empathie que d'autres et qui, en fait, viendraient de la culture. Oui, je crois que tout ça, c'est flexible. On n'a pas fait ça forcément pour l'empathie lui-même. On a fait une fois une expérience avec la réconciliation, on a mélangé deux espèces de macaques, une espèce qui se réconcilie très facilement et qui est très tolérante, et l'autre espèce qui est très hiérarchique et très agressive et qui ne se réconcilie pas après des bagarres. On a mélangé les deux espèces et on a trouvé une grande influence l'un sur l'autre. En fait, on a créé une sorte de nouveau macaque qui a des caractéristiques des deux. Pas génétiquement, mais culturellement. Et alors, je crois que tout ça, c'est très flexible, qu'on peut vivre dans une société avec plus d'empathie ou plus de résolution de conflits que dans d'autres. Il y a bien sûr beaucoup de recherches maintenant sur la culture animale. Et cette recherche, surtout pour ce moment, c'est pour qu'est-ce qu'on mange et quels outils on utilise et tout ça. Mais il y a aussi certaines études sur, par exemple, l'agressivité. Il y avait une étude sur les babouins en Afrique par Sapolsky, qui a fait une étude où il a trouvé un groupe de babouins où tous les mâles agressifs étaient disparus et ils ont devenu beaucoup plus paisibles. Ils ont resté paisibles pendant 10 ans.
même pendant ce 10 ans, il y a beaucoup d'influence d'autres groupes. Ils sont restés beaucoup plus peaceful qu'ils étaient avant. Alors, on a l'impression qu'il n'y a pas seulement de culture pour qu'est-ce qu'on mange, comment on mange et tout ça, mais aussi pour des comportements sociaux, comme l'empathie, comme la résolution de conflits et tout ça. Bien, merci beaucoup. Je constate qu'il est 1h30. Monsieur De Waal, vous nous avez dit que vous aviez d'autres sujets à traiter cet après-midi, donc on ne voudrait pas abuser de votre temps. Donc j'imagine que, voilà, on vous remercie beaucoup, l'assistance ici présente. Oui. Très bien. Merci beaucoup.